voudrais maintenant vous montrer un vrai truc, pas juste un Hello World, pas un truc que j'utilise. Donc voilà, je dis que je veux la version 2.6, comme ça je suis sûr que ça marche à partir de 2008. Mon petit projet, c'est des librairies pour le C. Donc je mets la liste de ce que je veux utiliser dans une variable intermédiaire, parce que je vais l'utiliser plusieurs fois. Je mets les définitions qu'il faudra. Donc c'est juste qu'il y a un warning qui apparaît bêtement, donc je le supprime. Je vais utiliser pthread. Là dans mon truc j'avais séparé les points H des points C. Donc je lui dis juste que ok, les points H tu les trouveras dans include. Et voilà, et je vais générer deux librairies. Là il y a un tricks par exemple, mais comme ça moi c'est pas... Je vais générer deux librairies. Donc il y aura une cible qui ça se rappellera BLC Core, qui sera la version librairie dynamique. Et puis une qui sera static BLC Core, qui sera la version statique. Et là le problème c'est que je voudrais que les deux aient le même nom. Mais si je mets les deux le même nom, il va dire que les deux sont la même cible. Donc problème. Donc en fait ici, je définis la propriété de static BLC Core comme le fait que son nom tel qu'il décrira, ce sera BLC Core. Alors que la cible n'est pas BLC Core. Donc ça, bon, c'est dans la doc qu'on voit comment on peut s'en sortir. Sinon, bon, il n'y a rien de spécial. Il y a que le fait que, ça c'est plus lié à Apple et Unix, sous Mac, pthread est automatiquement dans le système, et puis Linux c'est à part, donc il faut le lier. Donc sous Mac, il n'y a pas besoin de spécifier pthread. Donc je fais un test. Je vous avais dit qu'il y avait toutes les fonctions d'un langage. Si on est sous Unix mais que c'est pas Apple, alors je lis ma librairie. On s'attendrait quand même à ce que ce soit fait tout seul par ces mecs, ça quand même. Qui sache te dire si pthread il le met sur tel ou tel OS et que ce soit transparent pour toi, puisque le but c'est de pas... Alors il faut qu'il commence à vraiment connaître les librairies et c'est encore un niveau au-dessus là, de savoir les librairies de base que tu considères qui existent ou pas. Je veux dire, c'est moi qui explicitement veux la mettre cette librairie. Donc ça me paraîtrait bizarre que sous Linux il me la rajoute sans que je lui ai demandé. Non, à l'inverse. Ah, si tu la mets et que si tu es sur Apple, de toute façon il considère qu'elle est native. Peut-être que ça viendra dans des versions. D'accord. Je suis en 2.6, hein, donc il y a 8 ans. Il y a peut-être plein de trucs qui ont pu changer. Mais je pense pas que ça soit le genre de truc. Et puis donc ensuite, j'installe mes points H quand je vais installer ma librairie. J'installe mes librairies dans lib. Et puis là, il y a un truc nouveau, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai un petit fichier de config.cmake qui s'installe aussi dans share BLC Core. Et alors là, ce fichier de config, c'est justement pour que find package puisse fonctionner avec ma librairie de tout à l'heure. Donc ce que je veux, c'est que les gens, quand ils veulent utiliser ma librairie, ils ne se passent pas chier à aller chercher dans /usr, on ne sait pas trop si c'est local ou pas local, machin. Ils font find package BLC Core, et puis après ils ont tout ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer comment on génère ce petit fichier de config qui permet que ça marche. Donc je le mets à cet endroit-là, c'est un endroit clé pour ces mecs, il y en a plusieurs, pour qu'ils sachent où trouver les packages. Donc, mais share, c'est assez logique, puis BLC Core, parce que c'est le nom du package. Donc voilà, donc ce que je veux, c'est que les gens ils savent trouver où sont les points H. Donc j'ai un petit truc que je vais faire à la main pour que je trouve les points H, un peu comme on a vu tout à l'heure. Hein. Je veux qu'ils sachent où trouver ma librairie .so ou .a. Donc pareil, je fais mon petit truc qui find à la main. Alors là, c'est un truc spécial pour faire justement ces fichiers de configuration. Il va me dire found, blablabla, quand il l'aura trouvé. Si c'est pas found, il va me faire un beau message que le package machin n'a pas été trouvé. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me remplir des variables par défaut, genre BLC Core -found. Il va la mettre à vrai ou pas à vrai pour qu'on puisse après faire des tests par exemple dessus, des choses comme ça. Et donc voilà, donc je lui dis que pour faire tes messages d'erreur, etc., tu utilises les deux choses que j'étais en train de chercher. Et puis surtout, je veux que mes variables intermédiaires n'apparaissent pas et ne polluent pas le reste. Donc tu me le mets comme des variables avancées, ils appellent ça. C'est des variables cachées, enfin ou locales. Et puis voilà, ensuite je set ce que je voudrais que l'utilisateur ait accès. Donc je veux qu'il ait accès aux définitions, aux inclus, dire qu'il n'ait pas besoin de s'embêter, à la liste des librairies. Et puis pareil, que si c'est qu'il est sous Mac, et ben qu'automatiquement il n'ait pas de lien avec pthread et RT. D'ailleurs, tiens, je vois qu'il y a une erreur. RT, je ne l'ai pas mis dans l'autre, mais je ne sais plus pourquoi.
Voilà, donc ça c'est le petit fichier .cmake qui sera automatiquement mis dans le share, machin, et qui fait que le find package marche. Donc du coup, j'ai une autre librairie. Je fais exprès de vous montrer le truc le plus compliqué que j'utilise, et encore je pense que ça va. J'ai une autre librairie qui utilise cette librairie, et qui est elle-même une librairie, et qui a 2-3 autres trucs. Donc c'est pour gérer des images, pour charger des PNG ou des JPEG. Et je vois pas ma souris. Donc ce que je fais, c'est que je veux trouver mon passage DLC core, ma librairie. Je dis que c'est vraiment indispensable, il générera une erreur si elle ne la trouve pas. Et éventuellement, s'il trouve JPEG et PNG, comme la librairie, ça c'est des librairies standards, on va dire, pas externes, c'est bien, mais s'il ne le trouve pas, bah, tant pis, il ne gérera pas le format associé, il ne génère pas d'erreur. Et moi, du coup, je fais un test si jamais il a trouvé JPEG, alors je veux qu'il l'utilise dans ses includes, etc. Et puis, je veux qu'il définisse une variable. Si jamais il ne le trouve pas, je veux qu'il définisse un flag pour que mes fichiers de compilation sachent qu'il ne faut pas faire comme si la librairie JPEG existait. Comme ça, il ne générera pas d'erreur en disant voilà, c'est juste que dès qu'on lui appellera ces fonctions-là, elles ne marcheront pas. Mais tant qu'on ne les appellera pas, il n'y aura pas de problème. Et puis pareil pour PNG. Voilà. Donc là, c'est les seuls trucs un peu tricky. Et puis tout le reste, c'est classique. Après, je reprends mes définitions qui ont été faites avant, mes include directory. Je mets la liste de mes sources. Voilà, comme tout à l'heure. La version dynamique, la version statique. Je fais le petit tricks pour que les deux aient le même nom. Et puis je fais mes installs. J'ai aussi un fichier de config de mon BLC image, là, pareil, que je vais installer. Et puis enfin, on y vient à l'utilisation. Donc, j'ai un petit programme qui charge une image PNG, il regarde la taille, il s'amuse à dessiner une croix, voilà, donc avec un for, un machin pour faire la ligne, et puis ensuite il la sauve, bon, peu importe. Donc j'ai juste un BLC underscore image.h qui va inclure, pour avoir ces petites fonctions. Et puis donc son CMake, ce sera le nom de mon projet. Find package BLC image, normal, c'est ce que je viens de vous faire et qu'on a besoin. Les définitions classiques qui ont été définies par BLC image. Lui, il pourra rajouter ses propres définitions s'il avait des trucs particuliers à faire. Les répertoires, pareil, qu'il aura besoin pour faire ses includes, enfin bref. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Enfin, on retrouve un peu le makefile du Hello World avec le find package en plus. Alors nous, on est d'accord que c'est un peu bizarre de devoir trouver tout seul le nom de trouver soi-même sans avoir... Disons que, imaginons que tu n'aies pas ouvert le fichier de BLC image CMake. Comment tu sais que c'est BL définition et BL include dire ce qu'il faut... Ouais. Il y a des conventions. Ouais, ok. Ok. Le fait est d'ailleurs que si tu te trompes, si je me souviens bien, si tu te trompes, il te dit rien, il te met juste rien. Comme en Bash, quoi. Ouais. Si tu te trompes de nom de variable, c'est vrai que elle n'existe pas. Ils ont refait un langage qui a des trucs bizarres. Voilà. Okay. Après, je pense que tu peux peut-être avoir des options qui soient plus pénibles, mais je suis même pas sûr. Oui, c'est le défaut du Bash qui m'énervait beaucoup aussi sur le Bash. Voilà. Et oui, ces histoires de conventions, je sais pas s'ils vont trouver un truc plus propre, plus générique. Après, maintenant, tout le monde est vraiment en train de faire la même chose. Parce que ce qui vendent, le fait de justement abstraire, de ne pas avoir besoin d'aller regarder ce que ces makes génèrent comme fichier intermédiaire, a priori, tu ne dois pas non plus aller voir dans les points CMake quelle variable il faut utiliser ou créer. Là, c'est un peu dommage, quoi. En 6 lignes de trucs, tu as déjà besoin de 2 variables que tu ne connais pas leur nom d'avance, quoi. Bien sûr, mais sinon, c'est encore pire. Enfin, où tu vas aller chercher en centre LS, ton machin. Mais oui, c'est pas parfait. Ah, mais oui, c'est pour ça qu'il est pas toujours aimé. Je reposerai une question à la fin. Je suis d'accord. Donc ensuite, voilà, donc il a fait des installs. On va vouloir faire une désinstall, par exemple, donc tout nettoyer ce qu'on vient de mettre. Alors ces mecs ne proposent pas directement la target un install. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont peur, ils veulent pas prendre la responsabilité de faire des effacements, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans vos fichiers de build, il y a un fichier qui s'appelle install manifest et il vous dit tout ce qu'il a fait. Donc ce install manifest, vous le prenez, vous le mettez dans un RM et ça fait un install. Donc c'est peut-être juste qu'il veut que vous lisiez avant de faire le RM ou des choses comme ça, je sais pas. Donc du coup, moi par exemple, je vais vous montrer, j'ai fait 2-3 raccourcis en bash pour faire différents trucs. Donc j'ai fait un install BLC image et puis voilà,
ça fait ça quoi, en gros. En l'occurrence, la raison, c'est la même chose que pour les paquets Debian. Tu as deux catégories de fichiers que tu installes. Tu as les fichiers que tu peux désinstaller par la suite, et tu as les fichiers de conf et des choses comme ça. Et donc tu as des choses que tu vas modifier, que tu n'as pas envie quand tu vas désinstaller ton programme, qui soient supprimés, puisque tu les avais configurés pour. Toi, tu as un Apache, par exemple, que tu as installé, et tu as des fichiers de conf que tu as modifiés. Tes sites, par exemple, tu ne peux pas qu'ils soient enlevés. Voilà. Comment? Ouais. Bah, en l'occurrence, là, il ne pourrait pas deviner tout seul quels sont les fichiers de conf ou pas. C'est pour ça que dans les paquets Debian, tu dois mettre une liste de tes fichiers de conf explicites, qu'ils ne seront pas supprimés. Il te demandera, vous pouvez modifier. Donc c'est pour ça que ces mecs, ils ne le font pas. Donc c'est ça, oui. Souvent, parce que tu as raison, souvent, ce sera un problème. Donc voilà. Bon voilà, du coup, je fais une petite liste de trucs qui permettent de compiler. De compiler puis d'exécuter, de débugger, parce que c'est très facile, il y a juste à changer la petite cmake dual type égale debug, lancer le GDB, créer un truc Xcode ou avec Valgrind pareil, bien compiler en mettre debug qui va bien et puis exécuter Valgrind. Un autre truc qui peut être utile, par exemple quand on veut générer un fichier de config mais qui n'a pas de lien direct avec cmake, mais on n'a pas envie de faire le travail en double. Le nom de projet sera le même, où sont les sources, ce sera la même chose, etc. Donc typiquement pour Doxygen, pour pouvoir générer de la documentation à partir des sources, il va falloir faire un fichier de config, on va dire à Doxygen où sont les sources, quel est le nom du projet, ce genre de choses. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est que, donc ça c'est un projet de configuration de Doxygen, mais ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 2-3 endroits où j'ai mis des variables cmake. D'accord ? Donc typiquement, le plus important, c'est de savoir où sont les sources du projet. Et parce que comme ça, quand on a plein de projets, on ne s'embête pas, il reprend les trucs du CMake. Et puis dans mon CMake, donc, je fais deux choses. Donc, il y aura la configuration et l'utilisation d'Oxygène, je vais vous montrer. Donc je prends le package d'Oxygène, pour pouvoir exécuter d'Oxygène dans mon CMake. Donc je fais une fonction qui s'appelle configure file. Et typiquement, ça prend un file qu'on lui donne en entrée, ça remplace les variables qu'il connaît, et puis ça vous redonne un fichier en sortie. Donc typiquement, voilà, là, il va remettre le nom puisqu'il le connaît, il va remettre le répertoire, etc. Donc ça me génère un doxyfile.doxy. Et ensuite, je crée une target. Donc il appelle custom target, c'est-à-dire que ces mecs n'a pas à s'en occuper, juste à savoir qu'il faut qu'il l'exécute une fois. Et puis, donc je l'appelle doc. Et puis, ce qu'il faudra, c'est qu'il prenne l'exécutable de Doxygen, qu'il l'applique avec le fichier de config qu'on vient de gérer. Et puis éventuellement, il met un petit texte en disant je suis en train de faire la documentation. Et maintenant, quand je fais même make doc, et ben, il est en train de me générer la documentation avec ces trucs-là. Et bon, donc voilà. Il y a plein de petits trucs extérieurs comme ça qui peuvent être pratiques. C'est aussi plein de fonctions en plus à connaître. Après, oui, dans les autres choses pratiques que j'ai besoin, c'est donc quand on travaille sur le Robotino, il faut à un moment parler avec un protocole où on a besoin d'être route. Donc, mais on ne voudrait pas avoir besoin d'être route à chaque fois qu'on va lancer le programme. Donc ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a créé le programme, lui donner des droits spéciaux pour qu'il puisse au moins accéder à Ethernet, parce que c'est ça qui nous importe, la carte Ethernet, avec des droits route. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut refaire à chaque fois qu'on le recompile, parce qu'à chaque fois qu'on le recompile, c'est un nouveau programme, donc on n'a plus les droits. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je récupère le nom de l'exécutable que je viens de créer. Je lui dis, fais une cible spéciale à la main, et sur cette cible, après que tu aies construit la cible initiale, tu vas m'exécuter, sudo setcap, voilà, la fonction pour le coup spécial Linux qui nous permet d'avoir les droits sur ce programme. Et maintenant, du coup, j'ai pas besoin de m'en occuper. Dès que je suis en train de modifier mon programme, hop, je compile, je fais un make dessus. Et là, éventuellement, il va me demander mon mot de passe parce que non, il faut être sudo. Mais il va se débrouiller d'appliquer ça à chaque fois sans qu'on ait besoin de le faire à la main en externe. Ça peut être un truc pratique. Après, dans les trucs qui sont rigolos mais pas forcément utiles, c'est par exemple pour Arduino, il y a l'IDE Arduino pour pouvoir programmer l'Arduino classique, mais on peut vouloir aussi le programmer à la main pour ne pas passer par les librairies Arduino, pour ne pas avoir cette interface Java, pour plein de raisons. Et CMake, il ne connaît pas trop bien, c'est un truc exotique pour lui parce qu'il faut passer par un compilateur AVR, etc.
Mais en fait, c'est pas très différent. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que le compiler, bah, tu utiliseras AVR-GCC par exemple. Le compiler C++ sera AVR-G++. Et puis bah, tout le reste, c'est du truc classique. Sauf que mon Arduino demande plein de trucs non classiques, mais d'un point de vue de ces mecs, c'est des choses assez classiques. Et puis je fais une commande personnelle à la fin. Une fois que tu as fini de compiler, tu le transfères en utilisant AVR BUD, je crois, enfin, peu importe le tour du transfert, et puis tu l'envoies. Donc du coup, je fais mon mec, ou mec 1, enfin, je sais pas comment j'ai choisi le nom de la target, mais peu importe. Bref, je fais un mec quelque chose, il compile avec le compilateur qui va bien, etc., qui n'est pas connu par GCC, par CMake, pardon. Et puis ensuite, une fois qu'il aura fini, il le transfère automatiquement par une commande pareille, très perso, qui n'est pas connue par CMake. Voilà, donc il y a un truc du coup, vu qu'ils ont réinventé un langage de bash pour être sûr que ce soit multiplateforme, etc., ça peut vous intéresser d'utiliser. Donc vous faites CMake-E, la commande CMake, et que ce soit sous Windows ou machin, il copiera les fichiers, il créera un répertoire, etc. Vous pouvez faire du find avec ou des choses comme ça. Et puis, vous pouvez carrément faire des scripts complets. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le faire, mais en tout cas, il y a la possibilité. Et en tout cas, lui, il l'utilise. Donc, des fois, ça peut être perturbant. Donc, c'est bien de savoir le -E à quoi ça sert. Lui, quand on lui demande d'être verbose et de dire ce qu'il est en train de faire, il va beaucoup utiliser, ben, forcément, ces commandes qui sont universelles. Et, donc, vous verrez souvent le CMake-E, puis ça commande plutôt que des commandes bash. Voilà, ça, c'est un truc qu'on peut faire. Ah, voilà. Donc, après, il y a un truc, c'est que Make, c'est quelque chose qui date des années 70, je crois, qui est super puissant, qui peut faire énormément de choses. Ben, c'est quasiment, on peut faire du prologue, enfin, de l'intelligence artificielle, puisque pour avoir cette cible-là, il me faut cette cible-là, donc cette cible-là, etc. Enfin, c'est vraiment un truc. Et puis bon, il y a plein de langages. Mais par contre, c'est lent, du coup, parce que il faut, ben, par exemple, quand on lui donne les noms de fichiers en général, on lui donne un filtre, des choses comme ça, donc il faut qu'il applique des filtres, il faut qu'il fasse un truc récursif pour j'ai cette cible, donc il me faut cette cible, donc, etc. Donc le mec en lui-même, c'est très lent. Et il y a Chrome, qu'on en a eu marre, dès qu'il changeait un petit fichier, il passait plein de temps juste à vérifier la dépendance de tous leurs fichiers. Donc ils ont fait un petit équivalent de mec, mais que pour faire ce qu'ils avaient besoin, donc ils ont appelé Ninja. Et donc Ninja, ils appellent ça l'assembleur du mec, c'est-à-dire que coder en Ninja, c'est horrible, parce que il y a que enfin, faut faire toutes les règles, etc. Il y a très peu de fonctionnalités. Mais par contre, une fois que c'est fait, c'est très 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 rapide de vérifier la différence. Et vu que ces mecs, ça génère les makefiles automatiquement, bah, c'est pas grave s'ils génèrent un truc dans un langage un peu plus compliqué comme Ninja. Donc la seule différence pour utiliser Ninja, c'est de faire -G Ninja. Sinon, par défaut, il génère un makefile. Donc il va générer un build.ninja, l'équivalent d'un makefile. Et ensuite, on fait Ninja, l'équivalent de make. Et donc pareil, on fait Ninja à la cible si on veut des trucs particuliers. C'est quasiment la même syntaxe. Et donc, le fait que ce soit plus rapide, on me l'a dit, je l'ai observé à vue de nez, mais en tout cas, c'est pas plus compliqué à utiliser. Ça, c'est sûr. Donc, je vous ai mis là des graphes de gens qui avaient fait des tests. Donc, la première build, ça change rien. Et puis, dès qu'on fait des builds, alors elles font des builds où il n'y a rien à faire que de vérifier justement la ligne des dépendances. Donc, forcément, il y a une énorme différence, puisque il n'y a vraiment que la dépendance qui compte et il n'y a même pas la compilation. Et puis moi, mais ça vaut ce que ça vaut, mais enfin bon, j'ai fait le test, c'est quand même sur mon Hello World. Et effectivement, non, c'est le souci du travail bien. Le mec généré à la main, il est quand même vachement plus rapide que le mec généré par ces mecs. Et c'est normal parce qu'il y a un forfait, si on veut, puisque ces mecs, il va faire beaucoup plus de cibles possibles, et puis il va être beaucoup plus verbeux, etc. Mais par contre, par Ninja, c'est encore plus rapide. C'est même 0, on voit même plus. C'est encore 2 fois plus rapide que le mec qui a été généré à la main. Donc, augmenter notre taux de publication, c'est normal. Donc, ça, c'est des stats qui ont une valeur super fiable. Mais par contre, puis dans les formations, on l'a dit, et moi, je l'ai observé, mais sans le mesurer, donc je sais que ça vaut pas. Mais l'avantage, c'est que du coup, quand on veut faire un mec et puis un exécuté juste après, bah, ça devient instantané. Avant, c'était rapide parce que si on n'avait rien à faire, ça allait. Là, on peut se permettre de le faire systématiquement parce que le temps du mec est plus que négligeable. Mais je confirme par rapport à Ninja et la courbe de droite, pour avoir plusieurs fois dû recompiler des noyaux de Chrome ou de Chromium, ça met plusieurs minutes de différence.
sur l'ensemble du. Ah oui, donc c'est impressionnant quand Ah même. oui, oui, oui. Bah, mais juste pour les histoires de dépendance. Après, le reste, c'est le compilo, donc ça change rien. Bien sûr, le code lui-même exécuté. La partie c'est trouver les exactement le même. dépendances et tout, ouais, c'est très différent. Mais quand on modifie un fichier, voilà, ça va beaucoup plus vite de refaire un mec. Enfin, L'efficacité du code. Bah, ça change rien au code que tu. Ouais, c'est bien. Ça change rien du tout au code que tu as écrit et à la Pas manière le dont code ça fonctionne. binaire que tu fais. ah non, le binaire c'est le même. Hein. Non, ouais, ça rappelle les mêmes compilos. Donc, C'est juste qu'il passe beaucoup moins de temps à aller vérifier que tel fichier C a été modifié, celui-là aussi. Parce qu'il va directement droit au but, je sais pas exactement comment, mais. il garde des index, enfin il fait des trucs comme ça parce qu'ils savent il a moins de qu'au lieu de filtres traiter aussi, des choses comme ça. Enfin, le truc c'est que mec il se fout du fait que, enfin tu sais, il va aller relire à chaque fois tes points D et compagnie Oui, par pour exemple. régler les dépendances. Il a cet arbre donc il sait qu'il n'y aura pas beaucoup de nœuds, alors que Ninja lui fait un index de l'arbre et comme ça il sait que tu vas réutiliser souvent la dépendance Voilà, puis machin c'est ça, fromage. donc il y a ces Ouais. Voilà. Donc après les packages, alors là je vais pas m'étendre beaucoup, j'ai moi-même pas beaucoup testé, mais c'est vrai que ça a l'air assez sympa. C'est que maintenant qu'on a fait un installeur, etc., enfin un installeur, un truc qui fait mec installe, ça s'installe, et ben en rajoutant pas grand chose, donc ces deux lignes là par exemple. Après il faudrait quand même rajouter le nom, la version, il y a quand même des trucs, les ressources éventuelles s'il y a des images, tout ça, il faudrait lui dire. Mais voilà, donc je lui dis que je vais utiliser. Alors DMG c'est sous Mac, c'est le truc où ça fait comme si c'était un petit disque dur et puis on copie-colle notre application. Et puis alors il faut bien mettre après toutes les définitions, parce qu'on peut en mettre plein, définition CPAC, quelque chose. Le include CPAC. Et puis donc ça me fait un petit projet comme la forme d'un disque dur. Et je retrouve mon hello.h et mon libhello, enfin, ma petite librairie.a que je peux glisser, déposer. Ça s'installe tout seul après quand tu le déplaces. Bah, du coup non. Ah non. Enfin, je glisse, dépose, mais il faut rajouter quand même 2-3 trucs de config pour le dire où est-ce que. Mais parce que c'est le principe sous Mac de ne pas aller directement dans ton truc système, tu sais, Ouais. il a son petit projet, donc voilà. Mais par contre, Debian, on fait des points deb avec la même façon. Voilà, et puis on peut faire des trucs package, on clique sur le suivant. Il calcule tout seul pour les paquets Debian les champs du genre Je sais la pas trop, taille j'ai pas fait finale beaucoup de tests. installée, les trucs comme ça. Tu sais, il y a des champs super Les clés. chiants. Les clés. Mais non, tu sais, il y a un champ super chiant à renseigner dans les paquets Debian, c'est la taille finale qu'occupe le truc une fois installé. C'est quand tu fais un truc de description de ton paquet Debian, tu remplis tous les trucs que tu connais déjà, et puis il y a un truc que tu connais pas, c'est la taille une fois que tu l'auras installé de l'ensemble des binaires, plus les ressources, plus tout ça. Et lui, il s'en sert en gros pour donner à l'utilisateur une information de combien t'a coûté l'installation de ce paquet. Tu sais, quand il te dit ça va télécharger 300 mégas et ça vous coûtera 1,5 giga de disque, c'est ça qu'il te donne comme info, c'est un truc que le mec a écrit à la main dans le. Donc si tu dis n'importe quoi, ça dit n'importe quoi. Et donc du coup, ça Product Build, donc c'est l'autre version de Mac, un peu plus à l'ancienne, où machin va être installé. Ouais. Faire suivant, lisez la suivant, faire un peu comme sous Windows. Ouais. Et ben il y a un moment, il dit effectivement, ça va prendre tant de place. Donc je sais pas si c'est la même chose. D'accord. Donc il calcule peut-être. J'imagine que oui. Ce serait cool. Parce que vu que c'est le genre automatisé, je sais pas si c'est tout. Enfin, moi je sais que sous Mac il y a eu 15 000 versions d'installeurs, mais ça c'est la faute de Mac. Tout n'était pas bien rodé, la doc elle était. Les gens ils faisaient un petit peu de tout, donc c'était un peu plus compliqué. Je sais pas si c'est complètement pas. Après voilà, donc je vous ai tout montré en mode texte comme je fais toujours, mais en fait il y a des GUI aussi si vous voulez, pour vous dites où est-ce que vous allez mettre votre projet. Vous dites où est-ce que vous voulez générer la build, et puis vous pouvez générer votre Makefile. Éventuellement, alors vous dites par exemple, je vais utiliser une version Makefile, ou je vais utiliser Xcode, ou je vais utiliser etc. C'est le même principe, hein. C'est une GUI, hein, et ça reprend tous les trucs, mais avec des boutons. Et puis après, il peut vous afficher des trucs intermédiaires, il va trouver où est-ce qu'il a trouvé les librairies, etc. Et puis sinon, on voit la console telle qu'on l'aurait en mode texte. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai pas encore bien testé, mais qui m'a l'air très, très intéressant, c'est de pouvoir faire l'intégration continue, donc faire les tests automatiques, tests unitaires, tests de compilation, et d'avoir après un compte rendu de vous venez de faire un programme, vous venez de le lancer sur le Git, sur le réseau distant. Il y a tant de warnings de plus qu'avant, il y a une erreur pour tel fichier, il y a ce genre de report. Et donc il y a un système, donc ces tests qui
permet finalement de générer la base de données, si on veut, des erreurs, enfin, ou des changements. Et puis c'est Dash qui permet d'avoir une interface graphique et de voir ce qui se passe. Voilà. Je vais pas tester plus que ça, mais c'est ce que je ferai bientôt. Parce que, donc c'est à peu près l'équivalent de Jenkins, pour ceux qui connaissent, qui a un peu le même système où on dit le projet qu'on va compiler, etc., les erreurs qu'il faut vérifier, et puis il nous renvoie, il essaye et puis il nous renvoie un rapport de ce qui se passe. C'est un exécutable que tu lances ou c'est comme Jenkins, c'est un utilitaire que tu accèdes par un serveur web Ouais, c'est en fait un serveur que tu vas créer quelque part. Tu vas créer et puis lui-même va se connecter vers cette interface-là. Mais oui, je t'avoue que je voulais justement faire des tas de tests. C'est pas si bien documenté que ça pour l'instant. Il n'y a pas tant de tutoriels, etc. Et puis ouais, j'ai pas eu le temps. Pour ça, il y a un peu le même principe. On peut utiliser Valgrind pour vérifier qu'il n'y a pas plus de risque de perte de mémoire qu'avant, il n'y a pas de... Parce que Valgrind, il donne les vraies erreurs et puis il donne aussi les potentielles erreurs. Donc c'est pas mal de vérifier que les potentielles erreurs ne grossissent pas trop, etc. Donc voilà, on peut avoir des rapports. Et donc ça, c'était des tests de vitesse par rapport à Automec. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisaient Automec. Et c'est le truc que vous utilisez beaucoup en tant que... Enfin, pas du côté programmeur, mais utilisateur. On fait point configure. Mec installe. Donc ça, c'était ce qu'ils utilisaient par Automec. Générer, c'est à peu près 2 fois plus rapide avec ces mecs, visiblement. Pareil, je fais confiance, je ne vais pas tester moi-même. D'ailleurs, ils ont été un peu de mauvaise foi, ils ont même appelé AutoHell. Mais c'est vrai que quand on voit ces mecs, c'est des fois un petit peu tordu. J'ai l'impression que Automec, il y a du level, qui sont tordus. Et voilà, donc un petit rappel, donc c'est une licence DSB, c'était édité en 2000. C'est un petit exécutable monolithique. Voilà, c'est multiplateforme, ça va gérer le C, C++, et Fortran. Donc ce qui est marrant, c'est que j'ai vu que ça gérait aussi maintenant CUDA et C#. Voilà, il y a une syntaxe maison un peu tordue. Donc ça, j'ai repris d'un autre slide, j'ai juste une correction. Il y a aussi souvent, on a des problèmes d'ordre dans les fichiers, parce qu'une telle librairie appelle une autre, mais que celle-là, elle appelle aussi celle-là. Il se débrouille de l'ordre. Il s'adapte de la plateforme. On peut l'installer sans être root, si c'est un problème. Et puis, voilà, il y a les extraits que je ne vous ai pas encore bien montrés, mais on va pouvoir faire du reporting, d'erreurs, des choses comme ça, de l'intégration continue. Et ah oui, il y a aussi sur Android. J'ai vu que depuis septembre, le truc officiel d'Android quand on code en C, c'est d'utiliser ces mecs. Et voilà, ça montre de la direction. Voilà.